Montpellier, je vais vous parler donc de la politique des murs et des frontières. Et pendant que je parle, je vais visionner un certain nombre de photos que j'ai prises depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, où j'ai commencé ce travail en dehors de mes recherches principales qui concernent les Nations Unies, et où j'ai parcouru le monde des murs et puis plus récemment des ponts. J'ai voulu écrire ce livre sur les ponts pour montrer qu'un pont peut aussi être un mur, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en tout cas, l'objectif de mes... Enfin, le fil rouge de mes livres, ça a été de faire mieux connaître le monde, des endroits un peu reculés, où il n'y a pas beaucoup de touristes, et parler de géopolitique de manière simple, mais pas simpliste. Et les deux livres que j'ai écrits sur les murs d'une part et sur les ponts d'autre part sont le reflet de cette volonté. J'ai étudié de manière très particulière un certain nombre de murs de séparation, et donc je peux aussi vous parler des situations spécifiques de chacun de ces murs, et on pourra en parler dans le débat. Alors on assiste depuis la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans maintenant, à un phénomène paradoxal lié à la question des frontières et des conflits. Il y a d'une part une mondialisation qui crée une circulation des biens, des personnes, des flux financiers, des moyens de communication et d'information sans précédent. Et on a l'impression un peu, en tout cas c'est ce que moi je vis au quotidien, on a l'impression d'être dans un village planétaire. Et à côté de ça, ou en parallèle, il y a une fragmentation faite de murs, de peurs, de replis identitaires, dont le témoin le plus visible est bien entendu la multiplication silencieuse des murs de séparation en acier ou en béton, en différents endroits de la planète. On parle de murs, mais aussi on parle de frontières fortifiées qui constitueraient 3% des frontières actuelles. Je considère qu'il n'existe pas 60-70 murs de par le monde. Ce sont des géographes qui sont à Montréal qui ont fait ce calcul, mais ils ont un petit peu mélangé tout, et je vais vous montrer pourquoi ils ont un peu tout mélangé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il existe plus de murs aujourd'hui qu'au moment de la chute du mur de Berlin il y a 30 ans, et qu'il n'y a aucun mur qui soit tombé depuis. Et aussi, phénomène un peu paradoxal, c'est que quand on parle de frontières, on a l'impression un peu de dire un gros mot, alors même qu'une frontière, qu'une frontière est la marque d'un respect mutuel. Mais ça, c'est aussi sans doute la conséquence de la militarisation d'un certain nombre de frontières. Alors, à quoi ressemblent les murs de séparation aujourd'hui, ou ce que j'entends par mur de séparation? Il y a deux types de murs. Il y a d'abord les murs qui ont été érigés à la suite d'un conflit interétatique ou d'une guerre civile pour marquer la ligne d'arrêt des combats, la ligne de cessez-le-feu. Et ces murs-là appartiennent au XXe siècle. Ce sont les lignes de la paix de Belfast, construites à la suite des troubles dans les années 70. C'est la zone démilitarisée entre les deux Corées, suite à l'armistice de Panmunjom en 1953. Le Berm, qui est un mur de sable au Sahara occidental, construit dans les années 80. La zone tampon et le mur sur l'île divisée de Chypre, qui
qui est présent depuis 1974, et la barrière électrifiée sur la ligne de contrôle au Cachemire. Tous ces murs ne sont pas des frontières. Il y a, deuxième type de murs, les murs, ce qu'on a appelé les nouveaux murs, ou les murs du XXIe siècle. Et ce sont des murs qui sont construits sur une frontière, ou je vais dire plutôt à côté d'une frontière, pour tenter d'endiguer des phénomènes globaux comme l'immigration, le terrorisme, la pauvreté. Et c'est le cas des murs sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, sur la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. C'est également le cas des murs qui sont toujours en cours de construction sur les frontières de l'espace Schengen. Et c'est le mur en Palestine qui a la caractéristique de ne pas être construit sur une frontière reconnue internationalement. Et au départ, il voulait être construit sur une ligne de cessez-le-feu, la ligne de 1949, mais aujourd'hui, il n'est construit que sur 20% de cette ligne. Donc ces deux types de murs sont, à mon avis, à distinguer des frontières fortifiées que certains géographes considèrent comme étant des murs, mais qui ne le sont pas vraiment. Et c'est le cas des frontières entre l'Arabie saoudite et le Yémen d'une part et l'Irak d'autre part. C'est le cas de l'Iran, de la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, et d'autres frontières. Il y a bien sûr la Chine et la Corée du Nord, mais là on est juste sur des fils de fer barbelés. Il y a aussi une barrière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, mais qui, à mon avis, donc sont des frontières fortifiées. Parce que, en fait, un mur, c'est une construction unilatérale. Et c'est ce qui le distingue fondamentalement de la frontière acceptée par les deux côtés. Une frontière, c'est issu d'un accord, d'une négociation. Et donc, elle est acceptée par deux côtés. Un mur, par opposition, est une construction unilatérale où il y a un bon côté et un mauvais côté du mur. Un bon côté qui tente de minimiser les effets du mur et qui essaye de même pas d'employer ce terme, et un mauvais côté qui, bien entendu, subit et qui tente de dénoncer cette existence. Un mur, cela se voit, et c'est pour ça qu'on le construit. Les gouvernements veulent montrer à leurs concitoyens qu'ils agissent, qu'ils prennent en compte leurs peurs. Pour autant, et de manière un peu contradictoire, ces mêmes gouvernements ne souhaitent pas que le mur qu'ils construisent se voit trop. Ils ont du mal à assumer leurs décisions en la matière, alors même que cette décision leur a été en quelque sorte imposée par leurs concitoyens. Il n'y a pas un seul mur qui a été construit et qui l'ait été sans qu'il y ait eu un mouvement citoyen qui a initié ce débat. Et donc cette construction, c'est le cas en Israël, c'est le cas aussi aux États-Unis pour le mur qu'ils ont renforcé depuis 1994. Donc le mur n'est pas venu avec le président Trump. Et donc ces gouvernements veulent employer, n'aiment pas le mot mur, et donc ils essayent d'employer les termes qu'ils considèrent un peu comme étant moins négatifs, un peu plus neutres, de clôture de sécurité ou de barrière, mais on joue là un peu sur les mots parce que le mot mur veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire une interdiction de passer à travers, une interdiction de franchir
de franchir une ligne. Et le mur, c'est pas simplement un édifice, c'est pas simplement une construction, c'est en ce sens que je considère qu'il se distingue de la frontière fortifiée. Le mur, c'est un système. C'est un système qui fait barrage et c'est un projet politique, fondamentalement. C'est un projet qui exprime le rejet. Le mur de Berlin avait pour objet d'empêcher les Allemands de l'Est de sortir. D'ailleurs, pas simplement le mur de Berlin, mais tout le mur de fer qui coupait en deux toute l'Europe. Les murs du XXIe siècle empêchent un certain nombre d'individus d'entrer dans un pays. C'est un système, on le voit en Palestine notamment, avec où la double barrière de sécurité électronique s'appuie sur un système de contrôle et d'obstacles, des barrières, des colonies, des routes interdites, des tunnels réservés, des zones militaires fermées, des points de contrôle fixes ou volants à travers toute la Cisjordanie et qui forment une construction tout aussi infranchissable que le mur de béton de 9 mètres de haut construit dans les principales villes de Cisjordanie. Le mur en béton en Israël ne fait que 5% du tracé de l'ensemble du mur de séparation tel qu'il a été dénommé par la Cour internationale de justice. L'association France-Palestine Solidarité, membre de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité internationale de Montpellier, soutient la Journée mondiale pour un monde sans mur du 9 novembre, date de la chute du mur de Berlin, afin de dénoncer les murs et les atteintes aux droits humains en Palestine. Le mur, construit par Israël depuis 2002, est le symbole mondial d'un outil de la politique d'annexion et d'apartheid qui confronte une armée d'occupation surarmée à une population pauvre désarmée. Il dépouille les Palestiniens de leurs terres. Il sépare les familles de Gaza, de Cisjordanie et d'Israël, entrave les déplacements, les prive de l'accès à la santé, à l'éducation et empêche toute activité économique. C'est un outil d'expérimentation de l'industrie sécuritaire, militaire et policière qu'Israël vend aux gouvernements autoritaires comme la France, l'Azerbaïdjan, etc. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice, sollicitée par l'ONU, a rendu un avis confirmant que la construction du mur de séparation était contraire au droit international. Il protège des colonies de peuplement dans un territoire acquis par la guerre de 67. Il annexe 20% de la Cisjordanie et 100% de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, il est plus difficile de faire la paix en Palestine, par exemple, que de construire le mur. Faire la paix en Palestine, ça veut dire accepter le retour d'un certain nombre de Palestiniens. Ça veut dire aussi dire aux Palestiniens, vous ne pourrez pas revenir dans l'ensemble de vos maisons que vous avez laissées en 1948. Ça veut dire accepter aux Israéliens, ça veut dire accepter de vivre avec les Palestiniens qui étaient là avant que vous veniez sur cette terre, etc., etc. Donc c'est des choix qui sont extrêmement difficiles à faire comprendre, notamment dans des contextes où on n'a pas d'hommes d'État. On a des hommes qui surfent sur une vague sécuritaire et qui répondent à des problèmes complexes par le tout sécuritaire, mais qui ne marchera pas. C'est pas le mur qui trouvera une paix en Palestine. Pour prendre cet exemple, il y en a, je pourrais prendre tous les autres exemples. Quand vous construisez un mur, ça veut dire que vous empêchez aussi une certaine la communication, et donc vous empêchez la communication avec l'autre. Aujourd'hui en Israël, les Israéliens ne veulent plus communiquer avec les Palestiniens. Alors c'est aussi, on peut le dire, en partie la faute des Palestiniens, parce qu'ils ont été
vers une stratégie qui était complètement contre-productive et qui n'ont pas réalisé à quel point cette stratégie allait être contre-productive. Et à ce moment-là, les Israéliens ont tourné le dos tout de suite et ont dit on ne veut plus avoir affaire à ces gens-là, et on construit un mur pour ne plus avoir affaire à ces gens-là. Mais vous voyez, pour bâtir la paix là-dessus, ça va être extrêmement compliqué et ça va nécessiter un courage politique qui aujourd'hui n'existe pas en Israël. C'est notamment un lobby de colons qui a travaillé, qui a convaincu Ariel Sharon d'accepter ce projet à partir du moment où il contournerait les grands blocs de colonies. C'est à cette condition que le mur est devenu un projet soutenu par le gouvernement israélien qui était après, à ce moment-là, le gouvernement du Likoud. Et on a une droitisation, et ce n'est pas un hasard, on a une droitisation de la classe politique israélienne qui est à l'inverse de ce qu'étaient les fondateurs de l'État d'Israël. Et ça, je pense que c'est aussi un effet du mur. Parce que un effet du mur, comme je l'ai dit, c'est une vision binaire. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les pauvres, il y a les riches, etc. etc. Or, forcément, la réalité est beaucoup plus complexe et que pour faire la paix, vous avez besoin de parler à l'autre. À Belfast, aller à Belfast dans les quartiers protestants et catholiques, les gens ne vont pas, si vous êtes protestant, vous n'allez pas dans les quartiers catholiques et inversement, vous voyez. Alors que vous et moi ne pourrons jamais faire la différence entre un catholique et un protestant. Quand on est allé là-bas, la première question que nous ont posée des gamins dans la rue, c'était de savoir si on était protestant ou catholique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce ils sont dans des schémas de pensée inculqués dès l'école qui fait que il y a des protestants et il y a des catholiques. Voilà. Et que en fonction du camp où vous vous situez, vous n'allez pas parler aux uns aux autres. À part dans le centre-ville de Belfast où là tout le monde est mélangé et personne n'y voit rien à redire. Un mur, qu'il soit en béton, en métal ou autre, sophistiqué ou non, ne peut s'abstraire totalement de la présence d'un système de surveillance humain. C'est aussi une de ses caractéristiques. On compte aujourd'hui 100 000 militaires marocains le long du Berme, au Sahara occidental, malgré l'installation de nombreux moyens de surveillance et la présence de champs de mines. La zone démilitarisée entre les deux Corées est gardée au nord par environ 700 000 soldats et au sud par 400 000 soldats. Au Cachemire, c'est 450 000 soldats qui sont indiens qui sont déployés au Cachemire indien, qui occupent cette partie du Cachemire, et 30 000 soldats qui sont côté pakistanais. Les effectifs des gardes frontières au Mexique ont été multipliés par 3 en 10 ans et continuent d'augmenter chaque année. Une autre des caractéristiques de ces murs de séparation, c'est qu'ils coûtent cher, très cher, non seulement par la construction même, mais par tous les coûts induits, notamment de surveillance. Ce sont plus de 50 milliards de dollars qui ont été dépensés par les États-Unis pour renforcer depuis 2006 la barrière le long de leur frontière avec le Mexique. Le mur israélien coûte 2,5 millions d'euros le kilomètre. Et c'est en partie pour ça que l'État d'Israël a arrêté la construction du mur il y a maintenant quelques années. Enfin, autre caractéristique, c'est ce qu'on a appelé les nouveaux murs. Les murs du XXIe siècle ont été construits
par des démocraties, les États-Unis, Israël, l'Espagne, l'Inde. Alors on voit bien la nécessité des dictatures de se barricader, mais pour les démocraties, je pense que la construction d'un mur pose un certain nombre de questions de fond sur la capacité à gérer des phénomènes globaux, sur les réponses faciles qu'elles donnent souvent à leurs concitoyens et sur le rôle des médias dans l'information donnée au public. Alors après avoir vu les caractéristiques principales de ces murs de séparation, essayons de voir pourquoi ces murs ont été construits. Pourquoi, qu'est-ce qui pousse les hommes à se murer, voire à s'emmurer? Alors il y a trois grandes fonctions qui, bien entendu, se recoupent pour un certain nombre de murs. Il y a la première fonction qu'on a déjà un peu vue, c'est la fonction de maintien du statu quo, voire de consolidation d'un gain territorial. Ce sont tous les murs que j'ai cités au début. C'est le premier type de mur, c'est-à-dire les murs du XXe siècle, qui sont des murs en réalité qui ont des fonctions militaires, qui sont en général d'ailleurs des zones militaires, et qui sont là pour définir des limites territoriales, maintenir des zones d'influence, pérenniser un fait accompli, préserver le statu quo, ou geler la situation dans l'attente d'un règlement ultérieur, d'ailleurs de plus en plus hypothétique. Et d'ailleurs, certains de ces murs restent, même quand la paix a été signée, et c'est le cas des lignes de la paix à Belfast, où aujourd'hui, Belfast, capitale européenne, il existe encore des murs de 13 mètres de haut qui séparent les quartiers protestants des quartiers catholiques. Certains de ces murs créent de facto une frontière. Aujourd'hui, la frontière entre les deux Corées est une frontière, même si c'est en réalité une ligne de cessez-le-feu et d'armistice. La ligne de contrôle au Cachemire est aussi en train de devenir une frontière entre la partie contrôlée par le Pakistan et la partie contrôlée par l'Inde. Et certains de ces murs veulent devenir des frontières. C'est le projet d'Israël, clairement, avec la construction du mur en Palestine. Et Israël, finalement, a trouvé, au-delà de la lutte contre le terrorisme, a trouvé un moyen de définir, de marquer sur le terrain une frontière qui n'est toujours pas reconnue. Et donc, dans ces différentes situations, le mur a servi, bon an, mal an, à stabiliser une situation sécuritaire ou à maintenir une paix fragile, même si quelque peu factice. La deuxième grande fonction, c'est la fonction de protection et de contrôle dans une logique sécuritaire de court terme. Ce qu'on a appelé les murs du XXIe siècle se sont en réalité multipliés après les attentats du 11 septembre pour répondre à ce qu'on a appelé des nouvelles menaces, et dans une logique un peu de gated communities. C'est ce phénomène qui était apparu aux États-Unis dans les années 70 où vous aviez des îlots comme ça, entourés d'une barrière et qui servait à protéger les habitants à l'intérieur de ces différentes communautés qui s'étaient en réalité repliées sur elles-mêmes. Et donc, pour rassurer une opinion publique traumatisée, inquiète, on veut des résultats concrets et rapides, et donc les gouvernants construisent des murs pour montrer qu'ils maîtrisent une situation et répondent à la menace. Mais c'est en quelque sorte une mise en scène de l'action
de l'État qui est matérialisée par ces murs. La troisième fonction, c'est la fonction d'interdiction et de séparation. C'est les deux premières fonctions de protection et de consolidation du fait accompli aboutissent en réalité à une seule et même fonction, à la fois physique et symbolique, c'est-à-dire la séparation. On se protège en se séparant du pauvre, du dangereux, de l'inconnu, de celui à qui on ne veut plus avoir affaire, que l'on ne veut plus voir. Et en quelque sorte, le mur marque l'asymétrie, matérialise un déséquilibre issu d'une séparation à la fois voulue et subie. On se protège en tentant de s'enfermer et de s'emmurer. Bien entendu, la fluidité des moyens de communication et de transport aujourd'hui compliquant un peu les choses. Et puis, on construit des murs par facilité, par défaut, à défaut de réelle politique, à défaut de vouloir s'attaquer aux véritables problèmes, par paresse, par peur des sacrifices que cela pourrait entraîner. Car à défaut de vouloir ou de pouvoir s'attaquer directement aux causes profondes des nouvelles menaces, par nature extrêmement complexes et multidimensionnelles, le choix est fait de tenter de les isoler et de les contenir physiquement, mais de manière un peu dérisoire, voire illusoire, puisque ces menaces sont par nature globales et transnationales, et donc aucune frontière fortifiée, aucun mur ne peut les arrêter, les endiguer. Alors toutes ces constructions, tout cet argent dépensé, tout ce personnel déployé le long de ces murs, on est en droit de poser la question de l'efficacité de ces dispositifs. De ces dispositifs qui sont des constructions figées, mais qui en réalité, et ça j'ai pu le constater au fil de mes voyages, qui n'arrêtent pas d'évoluer en fonction du contexte et en fonction de l'environnement qui en réalité les défie. Et c'est un fait que les murs évoluent parce que ils sont constamment défiés par ceux qu'ils ciblent et ceux qu'ils contraignent. Un mur de 15 mètres de haut, on voit apparaître une échelle de 16 mètres de haut, et c'est vrai que j'ai vu plusieurs échelles le long du mur entre les États-Unis et le Mexique. Et il faut le dire ici, ce n'est pas le mur en tant que tel qui a arrêté les attentats terroristes en Palestine. C'est le changement de stratégie de l'autorité palestinienne, avant tout, et le renforcement des contrôles israéliens à l'intérieur de la Cisjordanie. Le mur sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique n'arrête pas le nombre d'immigrants qui tentent de passer tous les jours la frontière. Ça a été pendant un temps la crise économique américaine qui faisait que finalement il y avait moins d'envie d'aller aux États-Unis. C'est bien entendu une application plus stricte des lois sur l'immigration et notamment des expulsions, et c'est surtout le développement d'une classe moyenne au Mexique qui fait que les gens préfèrent rester chez eux et ils trouvent des perspectives plutôt que d'aller à l'étranger. Et aujourd'hui, ce qui est complètement paradoxal sur le mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est qu'on est à un solde migratoire égal à 0, et c'est qu'à ce moment-là, c'est à cette période-là que le président Trump a décidé de construire tout son discours sur un mur qui menacerait les Américains, alors même qu'il n'y a jamais eu aussi peu de migrants voulant passer cette frontière. Qui vivent près des murs, les populations par exemple qui vivent à la frontière États-Unis-Mexique sont absolument opposées aux murs. Oui. C'est les politiques qui écoutent les gens qui n'y connaissent rien, au Tennessee, au Kentucky, etc., qui n'ont jamais été voir la frontière et qui gobent le fait que la frontière
frontière est dangereuse, qu'il y a plein de criminels, etc. Bon, certes, il y a des criminels, mais ils ont été créés par le renforcement de cette frontière, puisqu'à partir du moment où vous militarisez, vous attirez un certain nombre de gens, et c'est vrai qu'il y a du trafic de drogue sur cette frontière, mais la consommation, elle se fait aux États-Unis. Vous voyez ? En Méditerranée, les barrières des enclaves espagnoles au nord du Maroc et celles sur la frontière entre la Grèce et la Turquie et la Bulgarie, et la Turquie, ont eu pour conséquence de déplacer les routes de l'immigration subsaharienne plus au large, vers les îles Canaries, vers l'île de Lampedusa, ou aujourd'hui vers les îles grecques du Dodécanèse à la frontière turque. Mais le mur n'a jamais fait diminuer la motivation des migrants, des candidats au voyage. Il augmente bien entendu les risques, et d'où bien entendu le nombre exponentiel de morts en Méditerranée. Je suis allée il y a un mois maintenant à Ceuta et à Melilla, et là, les tactiques des migrants, c'est de tenter de passer par les bateaux, par les ferries, comme ils le font à Calais, et non plus de passer par le mur qui a été encore plus renforcé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un deuxième mur en territoire marocain. Et vous voyez maintenant, près du port, près des ports de Ceuta et de Melilla, des barbelés qui sont mis sur les portes accédant au port. Donc jamais, on peut le constater, jamais un mur n'apportera une solution au problème qu'il est censé traiter. Au contraire, en réalité, il complique la solution qu'il est censé apporter à ces différentes crises. Aujourd'hui, 15 années après l'accord du Vendredi Saint, les habitants de Belfast n'arrivent toujours pas à se débarrasser de leur ligne de la paix et à dépasser leur rancœur, parce qu'uniquement 5% d'entre eux grandissent dans des écoles non religieuses. Le mur impose en fait une vision binaire à des problèmes infiniment complexes. Et il est sur le long terme un piège, autant pour ceux qui sont censés être protégés que pour ceux qu'il a pour objectif de maintenir à l'extérieur. Les murs sont en réalité des facteurs de déstabilisation. En croyant avoir isolé physiquement les nouvelles menaces, les sociétés pensent les avoir résolues. Elles évitent ainsi de se poser les véritables questions relatives à une meilleure redistribution des revenus liés à la mondialisation, qui permettrait aux laissés-pour-compte de mieux s'en sortir. Elles oublient aussi de traiter au plan politique la question des minorités, de réfugiés qui viennent envahir l'Europe. Donc c'est ça que les gens retiennent. Sauf que d'abord, un réfugié n'est pas un migrant, et que même 1000 réfugiés sur une population de 300 millions en Europe, vous voyez, c'est une vidéo, vous voyez, en disant que beaucoup de ces migrants sont en fait des gens hyper qualifiés et qui ne trouvent pas de perspective. Là, quand j'étais à Ceuta, j'ai rencontré des Tunisiens. Bon, il y en avait un qui était biologiste, il y en avait un qui travaillait dans un cabinet d'architectes. C'est pas le dernier, vous voyez, c'est pas les plus pauvres parmi les plus pauvres. Et d'ailleurs, c'est souvent les plus riches qui arrivent à franchir ces frontières, parce que ça coûte très cher d'ailleurs. Ça coûte 3000 euros pour se cacher dans une voiture et passer la frontière. C'est le mur de Berlin il y a 30 ans. Et on n'a pas progressé de ce point de vue-là.
Donc on ne fait pas le distinguo entre quel type de migrants, et je crois qu'il n'y a pas ces explications qui sont données ni dans la presse, ni par nos hommes politiques. Et donc c'est toujours des explications un peu faciles, un peu simples, voire simplistes, qui sont données. Et je pense que nos concitoyens ont droit à autre chose que simplement, en disant c'est une invasion, ou les ponts peuvent aussi constituer des barrages, et que c'est pas le fait, c'est pas parce que vous allez avoir un pont qui existe mais il n'y a pas de paix, reste un mur d'une certaine manière. Donc le pont permet de mieux contrôler finalement. Le mur attire vers le pont qui permet de contrôler, vous voyez. Donc c'est pas, là encore, c'est pas si simple que ça. On peut pas opposer les murs au pont. Alors, encore une fois, je parle d'un point de vue géostratégique, je parle pas dans nos villes ou etc. Je parle d'un point de vue géopolitique. Bon, voilà, les choses sont pas aussi simples que ça. Même si vous avez des ponts, ça ne changera pas. Vous voyez, il y a des ponts, l'un des lieux où j'ai été dans mon livre sur les ponts, c'est la frontière entre le Texas et le Mexique, où vous avez un mur qui se renforce, et où vous avez tous les points de passage sont des ponts. C'est pas pour ça qu'il y a plus de Mexicains qui passent, vous voyez. On fait passer les marchandises, alors ça, oui, il y a des processus qui sont mis en place pour accélérer le passage des marchandises, mais les gens, ils restent bloqués. Et ces ponts sont des goulots d'étranglement à travers lesquels vous ne pouvez pas vraiment passer, sauf si vous avez les bons papiers. Mais quand vous êtes un migrant irrégulier, vous ne passerez pas, même s'il y a un pont. En d'autres termes, un pont, ça sert à consolider un mur, finalement. Dans certains cas, oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir une paix, d'avoir un processus qui mène vers une paix, et à ce moment-là, tout ça peut se libérer facilement. Il y a un travail de fond qui est fait par les Nations Unies, qui est notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, qui est un travail que vous ne pouvez pas évaluer d'année en année, mais qui se fait de décennie en décennie. Je crois qu'on est aujourd'hui plus sensible à un certain nombre de choses qu'il y a 10 ans. Par exemple, le rôle des femmes aujourd'hui dans la vie politique, on y est bien plus sensible aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc ça fait partie des droits humains, et ça fait partie des combats qu'ont mené les Nations Unies depuis plusieurs années, et qui émergent aujourd'hui. Et bon, il y a ça, il y en a d'autres. Et en tout cas, ça reste un socle qui reste, mais sur lequel, à mon avis, on n'a aucune... il est plus contre-productif de critiquer que de promouvoir. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs acteurs là qui font que on maintient un niveau acceptable. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, il y a les États-Unis qui, on va voir avec l'élection l'année prochaine, hein, si ils auront basculé définitivement du côté obscur de la force ou pas. Hein. Parce que je crois qu'un deuxième mandat serait complètement catastrophique de ce point de vue-là. C'est vrai que des fois l'ONU n'est pas assez vocal, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ne dit pas assez fortement les choses, parce que aussi c'est une organisation d'État. On oublie souvent que c'est une organisation d'État, et donc c'est aussi aux autres États de faire barrage à ce genre de grignotage progressif
des valeurs universelles, parce que c'est ça qui se passe, hein, et qui se passe notamment aujourd'hui aux États-Unis. Que les États sont les premiers à bafouer les résolutions qu'ils ont adoptées au sein du Conseil de sécurité. Pour conclure, même si sur le long terme, les murs sont tous, comme les empires, voués à disparaître ou à devenir obsolètes, cela ne les empêche pas d'avoir les décennies à venir un avenir dans un monde tourné vers des logiques sécuritaires de court terme, vers des réponses faciles qui ne pourront jamais, par essence, traiter les causes profondes des conflits et des menaces, par nature extrêmement complexes et multidimensionnelles. Bref, les murs sont des solutions de facilité dont nous ne pouvons nous contenter. Merci pour votre attention. Merci. J'ai une page Facebook consacrée à la fois une page sur la question des murs de séparation, donc qui s'appelle Des murs entre les hommes, et l'autre aussi Des ponts entre les hommes, où je mets des articles sur ces différents sujets, et sur les différents sujets que j'ai traités dans ces deux livres, voilà, régulièrement avec l'ensemble de mes activités, mes expositions. J'ai oublié de dire que cette aventure, entre guillemets, a commencé par un livre, qui est celui édité à la Documentation française, il y a eu une première édition en 2007, une deuxième en 2015, et en fait, ça a débouché sur tout un tas de conférences à travers le monde, en France et à travers le monde, et aussi sur des expositions, multiples expositions dans le monde entier, où j'ai échangé avec les gens qui venaient aussi m'écouter comme nous. Et voilà, et ça continue, et ça fait plus de 10 ans que ça continue, un peu indépendant de moi. C'est pas moi qui suscite les choses, mais c'est des gens qui viennent vers moi pour parler de ces sujets, donc ce qui montre aussi que c'est un sujet qui reste d'actualité.